Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. On va attendre quelques minutes, quelques secondes avant de démarrer, euh, que les personnes puissent nous rejoindre. Hop. Alors, effectivement, n'hésitez pas à nous interrompre, ou en tout cas à poser des questions dans l'onglet questions et chat donc du Livestorm tout au long du webinar. On essaiera d'y répondre, d'apporter des réponses au fur et à mesure. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Bonjour Thierry, bonjour Tony. Mhm. On va attendre quelques secondes. Ah, coucou Perrine. Salut Perrine, On reconnaît quelques prénoms. c'est sûr. Merci Perrine, toujours pour tes mots sympathiques. Encore une petite minute et puis on peut démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran en tout cas? Si vous pouvez juste confirmer dans le chat que vous voyez bien la projection. Super, merci. Hop. Bonjour Tatiana, bonjour Cédric. Bonjour Céline. Bon, on va peut-être démarrer. Je vais rapidement introduire le plan du jour. Un webinar consacré à l'entrepreneuriat et le no-code, deux sujets qui nous tiennent à cœur énormément au sein de l'école. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce webinaire Adriane et Farouk, deux brillants étudiants et apprenants du tout premier bootcamp de l'école en présentiel qui a eu lieu en début d'année. Tous deux entrepreneurs avec des visions autour de l'entrepreneuriat et du no-code en général qui sont un petit peu différentes et assez complémentaires. Donc, on a vraiment voulu orienter ce webinaire sur l'entrepreneuriat et vous partager des parcours autour du no-code qui sont vraiment intéressants. Donc, on va revenir sur les projets que porte Adriane et Farouk respectivement. Donc Rita et Medina, ils auront l'occasion de se présenter et de vous partager les projets en question. On va essayer de rentrer dans le concret, pardon. Et après, ça sera une discussion. Donc n'hésitez pas à intervenir vraiment dans les questions pour pouvoir échanger autour du coup du no-code. Est-ce que aujourd'hui vraiment c'est un atout dans un projet entrepreneurial tech? Donc Adrien et Farouk vont partager leur expérience. Et des conseils aussi, voilà, des choses qu'ils ont pu faire, des erreurs éventuellement, des apprentissages dans le lancement de leur startup avec le no-code. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, on essaiera d'y revenir pendant tout le déroulé. Je me présente très rapidement, on a reconnu les prénoms, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le cofondateur du groupe Cube. Cube, c'est un groupe pure player du no-code depuis 2019. On a deux activités, une activité d'agence de service où on propose des prestations à des clients, startups et grands comptes autour du no-code. Et effectivement, un organisme de formation qui propose des bootcamps de formation intensifs sur plusieurs semaines, à distance ou en présentiel. Et dont Adriane et Farouk ont fait partie notamment de la première promotion du bootcamp présentiel complet no-code et donc, je propose à Adrienne et Farouk de se présenter très rapidement et après, on pourra passer plus précisément à leur projet et finalement, qu'est-ce qu'ils ont construit au cours du bootcamp et après avec le no-code. Je vous laisse la main. Adrienne, tu veux commencer? Entendu. Adriane, Alors bonjour, moi je répondre m'appelle. J'y vais. Je m'appelle Adriane Grunberg et je suis commissaire-priseur. Donc j'ai été élève de l'école Cube au printemps dernier et ça m'a permis non seulement d'améliorer mon application, mais surtout de comprendre ce qui était fait parce que l'application que j'ai
contribué à créer, en fait, a été réalisé par d'autres. Et moi, le bootcamp m'a permis surtout de voilà, comprendre tout ce qui avait été fait et désormais de mieux avancer, de mieux calibrer ce que je demande et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ok, alors bonjour à tous et merci Thomas pour l'invitation. Alors moi c'est Farouk Zemouri, je suis cofondateur et Chief Product Officer de la startup Medinal, réalisée en full no-code. Avant ça, en fait, j'étais dans le monde du conseil en transformation digitale. J'ai porté plein de casquettes, en fait, de consultant fonctionnel, chef de projet, product owner et finalement architecte solution. Et aujourd'hui, je vis cette aventure entrepreneuriale grâce au no-code, en fait, et grâce à toutes les opportunités que peut nous offrir ce genre de technologie. Super. Et ben, rentrons dans le vif du sujet, du coup. On va commencer par Rita. Donc, Adrienne, est-ce que tu peux nous présenter ton projet No Code Très bien, et quels sont les apports surtout de la techno dans ton aventure? bien sûr. Alors, donc moi, commissaire-priseur, je travaille dans une discipline un petit peu poussiéreuse, mais pour laquelle nous avons besoin d'énormément d'outils digitaux parce qu'en fait, la profession se modernise. Et aujourd'hui, on a plein de nouveaux acheteurs, de nouveaux clients qui étaient des gens qui regardaient beaucoup eBay, Amazon, etc. et qui, du coup, exigent de nous des réactions rapides et automatisées le plus possible. Donc, moi, c'est un petit peu en galérant tous les jours avec mes inventaires, mes objets et tout ce que j'ai comme stock d'œuvres d'art, que je me suis dit que ce serait bien d'avoir à portée de main une petite solution qui me permette d'avancer plus vite et de résoudre un petit peu le cœur de mon métier, c'est-à-dire le procédé d'inventaire, qui est ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire aller chez des clients, regarder ce qu'ils ont chez eux, donner des prix et ensuite leur proposer de vendre aux enchères ces biens-là. Voilà, donc j'avais juste prévu une petite slide après pour vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'apparition de Rita il y a quelques mois, mais comme outil, c'est-à-dire que ce qu'on a, c'est un stylo, un bloc-notes et quelques petites choses un petit peu compliquées, c'est-à-dire des logiciels qui ont été créés il y a des années et sur lesquels on a fait pas mal de raccommodage pour essayer d'avoir des choses opérationnelles aujourd'hui, mais on n'y est pas encore. Le truc aussi, c'est que tout ça, ce carnet, ce stylo et ces logiciels sont dans des ordinateurs ou au fond de nos sacs et on a un peu de mal à avoir accès à tout ça. Alors qu'un téléphone portable et une application mobile, c'est quelque chose qu'on a tous à portée de main. Donc la slide suivante, c'est simplement pour vous montrer un petit peu que voilà, on a des choses à gérer, on a un stock à gérer et on a pas mal de choses différentes qui ont toutes des caractéristiques différentes. Donc il nous faut absolument une photo qui permette de distinguer ces objets les uns des autres. Et c'est pour ça que l'application m'est venue en tête. Et l'idée, c'est de lier, si vous voulez, la photo d'un objet à sa description. Voilà, donc là, c'est la présentation du projet. Ce projet donc a été développé exclusivement en no-code parce que l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit rapidement opérationnelle, qu'on puisse tout de suite la tester sur le marché et vis-à-vis du plus grand nombre. Donc le principe, c'était ça avant tout. Et deuxième chose qui m'a permis aussi de penser nos codes, c'est qu'en fait, il fallait quelque chose qui soit accessible pour moi. C'est-à-dire que ce projet, je le porte toute seule. J'ai affaire à des prestataires qui sont donc développeurs no code. Et moi, j'ai besoin vraiment d'avoir quelque chose que je puisse comprendre et que je puisse mettre les mains dedans pour résoudre les problèmes le plus vite possible. Voilà, donc l'idée, c'était le no-code pour une solution rapide et le no-code pour avoir la personne qui porte le projet, c'est-à-dire moi, qui puisse comprendre ce qui a été fait et ce qui sera fait. Voilà, donc le principe de cette application, si vous voulez, c'est vraiment une prise de photo et une rédaction de fiches descriptives de l'objet, et les deux sont liés. Donc ça vous fait, si vous voulez, comme un petit album photo que vous avez dans vos téléphones, sauf que c'est contenu dans une application et que derrière, vous pouvez éditer des listes illustrées, et c'est ce qu'on remet à nos clients vendeurs pour leur proposer justement une liste de prix par rapport à ce qu'on a vu chez eux. Voilà, pour revenir sur la formation no-code que j'ai suivie chez Cube, moi ça m'a surtout permis justement de mettre les mains dedans et de voir comment les choses ont été faites, etc. Et donc de porter quelques améliorations, mais surtout aujourd'hui de structurer ma pensée et ma façon d'envisager l'application avec ce qui est possible, ce qui est prioritaire, etc. Et ça c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience avant. Donc moi aujourd'hui, si vous voulez, ce projet, je le porte, mais surtout j'ai l'intention de le commercialiser. Donc je prends un tout petit pas de recul, non seulement sur mon métier de commissaire-priseur, mais aussi sur ce que j'ai pu faire pendant la formation, c'est-à-dire du développement pur et dur. Je reconfie à nouveau Rita à la développeuse qui s'en est occupée jusqu'ici, avec d'autres personnes en collaboration, pour arriver à la commercialisation de l'application. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Après, j'avais mis juste une petite slide
voilà, simplement pour vous montrer, vu de l'intérieur, ce que ça donne. Voilà, si on peut mettre play sur juste voilà, un ou deux voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne dedans. Voilà, l'idée, voilà, en premier, vous avez justement le système ajouter une œuvre, prise de photo, etc. Au milieu, vous avez la fiche qui est en cours de rédaction. Et à la fin, vous avez la liste des documents qui ont été édités pour le compte d'un client. Voilà, donc si vous voulez, c'est un petit système simple, mais qui nous permettrait de ne plus avoir de bloc-notes, d'informatiser tout de suite ce qu'on saisit pour nos clients et de pouvoir ensuite se mettre d'accord très rapidement avec le client. Et si on va assez vite dans les process de départ, ça veut dire qu'on ira assez vite dans le process global de la vente aux enchères. Voilà, donc cette application, elle vient en soutien d'un métier qui est fabuleux, qui marche encore très très bien, mais sur un principe très ancestral, c'est-à-dire un principe de confiance. Et on est probablement un des derniers métiers à faire comme dans les années 80. Ça fonctionne encore, mais on a besoin de supports digitaux qui soient le plus opérationnel et fonctionnel possible pour se mettre un petit peu à jour de ce côté-là. Et depuis quelques mois, je travaille en collaboration avec la plateforme Drouot.com, qui est la plateforme qui réunit toutes les ventes aux enchères de France et qui, elle, s'occupe de la partie vente aux enchères et ensuite facturation du côté des acheteurs. Moi, mon application vient en amont de tout ça. Donc, il est possible, justement, avec des structures plus grosses que moi, de voir de quelle manière on peut faire les choses ensemble pour améliorer le métier. Voilà. Super. Merci beaucoup, Adrien. Donc, une application développée sur Bubble. Un point Une important. application, exactement, une application développée sur Bubble. Donc toute l'application a été faite sur Bubble. C'est une one-page app. Donc c'est ça qui m'avait un peu dérouté au début. C'est quand je suis arrivée et que je n'ai vu qu'une page, je me suis demandé ce qui avait été fait, mais j'ai tout découvert ensuite. C'est pour ça qu'elle est plutôt rapide. Et on a fait aussi le site internet sur Bubble, ce qui était pour moi un espèce de critère. En fait, j'ai choisi Bubble au départ vis-à-vis d'autres solutions parce que Bubble me permettait de tout centraliser au même endroit. Voilà, c'était à la fois compréhensible pour moi et surtout ça me permettait, à partir du moment où je comprenais cet outil, d'avoir accès à tout et de pouvoir justement tout modifier partant de là. Donc pour moi, c'était vraiment... et aussi Bubble me permettait de garder mon design Figma que j'avais mis des mois à faire et qui avait été revu ensuite avec des designers, etc. Donc bon, c'était important pour moi d'avoir un petit peu la main là-dessus plutôt que d'avoir un système d'inventaire que Glide pouvait permettre, mais qui était un peu plus... moins malléable en tout cas, et dans une solution moins globale que ce que j'ai pu trouver avec Bubble. Super, effectivement. Et ben merci, Adrien. C'est un use case intéressant puisqu'effectivement, tu as pas utilisé le no-code pour toi-même développer l'intégralité de l'application, mais plutôt dans un usage où effectivement le no-code t'a permis de te rapprocher de la technique, plutôt de ce qui est fait techniquement sur l'application pour pouvoir entretenir la gestion de ton produit, même un peu comme un product manager, mais finalement c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir être plus proche de la technique et de suivre finalement la réalisation concrète de ton app et sur le long terme, quoi. Oui. Et surtout, je trouve que la solution no-code, et particulièrement Bubble, ça permet de réduire le gap qu'il peut y avoir entre une personne issue d'un métier et le côté développement de technologie qui vient en soutien de ce métier. Et ça, je trouve que c'est très agréable de rapprocher les deux et de ne pas être complètement perdu ni d'un côté ni de l'autre, parce que maintenant que je comprends ce qui se passe, les développeurs avec qui je travaille, pour eux, c'est un peu plus agréable d'avoir quelqu'un qui fasse pas des demandes complètement lunaires et déconnecté et qui soit plus dans une direction un peu pratique immédiatement. Ouais, maîtriser sa tech, très important quand on lance une boîte, une startup. Ok, Farouk, on passe à Medinal. Je Ouais, te laisse la tout main. à fait. Ok, alors Medinal, concrètement, c'est une marketplace en fait qui a une certaine orientation, qui est celle de célébrer en fait le patrimoine humain et l'héritage culturel de diverses régions à travers le monde et de l'associer en fait à un aspect technologique d'innovation grâce au digital et plus particulièrement au no-code. Donc, l'idée, elle est simple, c'est de pouvoir rassembler toute marque, tout créateur, tout service, en fait, qui, d'une manière ou d'une autre, sont intimement liés, en fait, à un savoir-faire ancestral ou au patrimoine culturel de leur région d'origine. Euh, Selon Medinal, il a été choisi, en fait, avec une grande affection et il a plein de sens pour nous, mon associé et moi, car on est tous les deux franco-marocains issu de la ville de Fès, qui est connue en fait pour sa grande Médina. Médina, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est la façon dont on appelle les parties historiques en fait
des villes dans le Maghreb, au sud de l'Espagne et dans le Moyen-Orient. C'est pourquoi, en fait, un accent particulier il sera mis autour des marques qui s'inspirent de ces médinas, des marques qui incarnent en fait un style dit médinal, d'où le nom de la marketplace. Mais c'est là où l'histoire s'épanouit, car comme je viens de dire, nous sommes aussi franco-marocains, ce qui fait que dans Médinal, en fait, on peut aussi trouver des marques de luxe françaises, des marques qui représentent par exemple l'élégance italienne. On a même parlé en fait avec une marque de kimono japonaise qui a apprécié l'idée, avec qui en fait on est en train de mener des discussions pour pouvoir signer. Ainsi, dès lors qu'une marque en fait ou un créateur partage cette forte valeur qui est celle de célébrer un héritage précieux ou encore de rendre hommage en fait au patrimoine qu'il a façonné, eh bien dans Medinal, on va chaleureusement l'accueillir. Alors concrètement, Medinal, c'est une web app, mais aussi une application mobile qui sera publiée très prochainement dans les stores. Ce qui fait que le stack technique, si tu peux Thomas passer le slide suivant, est, comme j'ai dit au tout début, en full no code. Donc le cœur de cette application ou de cette startup, c'est Bubble, avec quoi on a fait le front-end, mais aussi le back-end. Mais il y a aussi en fait des automatisations qui sont réalisées grâce à Make, c'est-à-dire que je viens connecter Bubble avec un plugin Make. Et c'est là en fait où on retrouve toute la puissance du no-code dans le sens où il nous permet de façon native et de façon très très simple de connecter divers outils. Et puis avec tout ça, il y a un aspect gestion qui est réalisé grâce à Airtable où on retrouve en fait notre CRM, mais aussi toute la partie gestion de produits. Et donc, concrètement, je vais vous faire une petite présentation de Medinal. Alors, je vais voir comment je vais partager mon écran. Hop, Je te laisse la main. tac. Ouais, alors, partager l'écran. Alors, toucher à Windows. Dans l'entre-deux, je trouve ce Alors, qui est très intéressant dans le projet de Farouk, c'est qu'effectivement, il a utilisé le no-code et notamment Bubble pour la partie product, son produit phare, donc la marketplace, mais aussi le no-code pour la partie opération, ops, autour de son produit, notamment avec tout à Airtable et fait, Make dans les process. Et ça, on pourra revenir dessus. C'est un sujet qui, je trouve, assez intéressant. tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez en fait? Là, on voit Livestorm, Franck. Donc Toujours là, Livestorm, l'écran, ok. oui. Alors, attendez, hop. Alors, comment on va faire ça? Activer le partage Pour d'écran. information, la session sera bien enregistrée. En parallèle, il y avait une question de Tony sur les données. N'hésitez pas, Tony, à préciser peut-être la question sur les propriétaires de données. Ah, voilà. Ok. Là, je pense que vous voyez bien Medinal. C'est bon. Alors, concrètement, ce que je vais vous montrer peut vous paraître assez trivial. Pourquoi? Parce que un parcours d'achat, en fait, c'est quelque chose qu'on réalise de façon presque quotidienne. Mais pour moi, quelqu'un qui n'est pas développeur, pouvoir réaliser en fait ce parcours d'achat grâce au no-code et from scratch était vraiment un challenge et c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Donc ça d'une part. D'une autre part, vous allez constater, pour celles et ceux qui connaissent vente privée, que tout le design de Medinal, avec notamment cette façon de représenter les marques, est quelque chose qui est inspiré de vente privée. Et c'est encore une fois quelque chose dont je suis fier. Pourquoi? Parce que grâce au no-code, j'ai pu reproduire au pixel parfait le design d'une application hyper robuste, hyper optimale et d'une société qui est leader dans ce secteur. Donc tout ça pour dire que no code en fait peut fournir en fait des potentialités infinies en fait au niveau de la façon dont on peut développer les choses. Et donc pour vous faire une petite démonstration d'un parcours d'achat, donc je vais choisir une marque au pif. Donc voilà, on a le cover de la marque, les produits. Je vais vous faire, enfin, je vais choisir une taille. Cette petite action peut paraître simple, mais derrière, en fait, il y a des requêtes qui vont scruter la base de données pour voir le niveau de stock, mais aussi pour voir les commandes en cours. Je vais rajouter
au panier, validate my purchase, confirme. Alors, il me faut une adresse, peut-être, voilà, tac. Je vais effectuer un paiement avec une carte bancaire, rassurez-vous, factice. Voilà, 01, tac, tac, tac. Alors, encore une fois, une expérience d'achat peut paraître simple, mais l'idée, c'était de vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec Bubble. Et donc, voilà, merci. Super. Non, c'est vraiment très propre. Félicitations pour Merci. le rendu. Est-ce que, Faou, tu pourrais me donner quelques idées de timing, combien de temps finalement ça t'a pris de créer la première version de la marketplace en intégrant les itérations? Tout à fait. Alors, il y avait une V0 qui a été réalisée en fait lors du bootcamp chez Cube. Alors, attendez, je vais juste arrêter le partage. Désactiver le partage d'écran. Donc ça, c'était vraiment la V0 de l'application, c'est-à-dire quelque chose d'exploitable, de présentable quand même, mais qui nécessitait quand même beaucoup de finalisation. Et elle a été réalisée en 3 semaines. OK? Ensuite, il y a eu plein de versions qui ont été réalisées sur les 4 mois qui ont suivi le bootcamp. Donc, en fait, tout un produit, grâce au no-code, pour moi, peut être réalisé entre 4 et 5 mois. Ce qui nous a surtout retardé, c'est cette volonté en fait d'inclure la partie mobile, Mm. sachant que Bubble, alors il est hyper fort sur la partie web, mais les moins sur la partie mobile. Donc, avec toutes les complexités que les téléphones iPhone peuvent nous donner, il y a eu quelques retards qui sont liés à ça. Et donc 4 mois effectivement seul, hein, il faut Ouais, préciser, tout à fait, tout effectivement, à fait. ouais, 4 mois tu intervenu seul, seul sur le plus développement. exactement, plus 2, 3 semaines jusqu'à un mois de montée en compétences sur Bubble. Ok, Mm. hyper intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, toujours dans l'onglet questions et chat en bas à droite de l'écran. On pourra y répondre à la fin. Ok, je vous propose d'avancer un petit peu. On aura l'occasion de revenir sur les projets. Merci en tout cas pour ces démos. Juste avant de passer sur un peu la discussion sur les conseils et votre expérience autour du no-code, de la création de vos applications, je voulais faire un petit état de l'art du no-code aujourd'hui et des technologies. Je trouve ça intéressant de projeter aussi d'autres technologies, puisqu'effectivement, Adrian et Farouk ont utilisé principalement Bubble dans le développement de leurs produits. On a parlé un petit peu d'Airtable tout à l'heure et de Make, mais effectivement, dans le no-code, dans la sphère no-code, il existe beaucoup d'applications, beaucoup de technologies qui permettent de créer des applications ou des automatisations. Et généralement, on les catégorise en 5 parties, enfin en cinq on va dire, packages qui permettent finalement de segmenter un peu leur usage. On a effectivement des technologies no-code qui sont principalement très utiles pour créer des sites web statiques, hein, donc plutôt des technologies qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des landing pages marketing qui vont présenter un produit de manière très simple. Donc aujourd'hui, on est capable, sans coder, de créer finalement une présence en ligne très rapidement grâce à des technologies comme Card ou Webflow, si on veut aller un peu plus loin dans les expériences de site. On a des technologies qui sont réservées effectivement à créer ce qu'on appelle des front-ends, hein, donc des applications web assez simples ou à des applications beaucoup plus évoluées. Donc certaines vont vraiment être spécialisées sur la création d'interfaces, d'autres beaucoup plus complexes sur la création complète d'applications, à la fois sur la logique, l'interface et la base de données, comme Bubble. Et donc la démonstration de Medinal est intéressante, hein. On peut voir qu'on peut aller très loin dans la création des parcours utilisateurs. Des applications natives donc, qui vont fonctionner sur iOS et Android, donc qui sont spécifiques à ces appareils, aux smartphones, hein, avec des comportements qu'on connaît des applications natives. Certaines technologies comme Bubble ont annoncé, notamment à la dernière conférence hier, une transition progressive vers le natif, en tout cas des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est très intéressant. Il faut savoir que les technologies évoluent très vite également.
On a enfin une partie sur les automatisations, donc des technologies qui permettent finalement de connecter des services dans le monde du web très facilement, sans coder, hein, donc potentiellement interfacer un Bubble à d'autres services via des scénarios d'automatisation. Et enfin, des technologies qui permettent de gérer de la donnée, très intéressant, comme Airtable ou Xano, et qui permettent de gérer de manière visuelle et collaborative une grande quantité de données, un petit peu l'Excel augmenté. Et donc ça, c'est très intéressant. Farouk en parlait également, à côté de son produit, il y a une partie Ops, opération, voilà, on peut gérer beaucoup de choses aussi avec ces technologies-là. Donc, il existe beaucoup de choses dans le no-code. Ça veut dire aussi une veille importante, hein, pour pouvoir toujours trouver la meilleure par rapport à son besoin. Alors, sur la question du no-code, est-il un atout dans un projet entrepreneurial tech? Moi, je vous propose d'avoir un petit peu cette discussion, Farouk, Adriane. En quoi finalement l'utilisation du no-code a été un atout pour vous? Peut-être un accélérateur, plus d'agilité. Quel est votre avis aujourd'hui avec votre expérience de ces derniers mois et ces dernières années sur le no-code? Tu veux y aller, Adrien? Entendu. Alors, Ouais. pour moi, l'avantage principal déjà, c'est la rapidité de la solution, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite avoir un petit outil opérationnel qu'on peut présenter à des premiers clients ou de potentiels clients. Et pour moi, dans un projet entrepreneurial, ça, c'est un gros avantage pour savoir assez rapidement si on est dans le juste ou pas, si on a une potentielle clientèle ou pas. Et qui dit rapidité dit aussi budget un peu plus serré, envisageable. C'est-à-dire qu'avec un petit budget, on peut produire quelque chose de bien. Si en plus, comme Farouk, on est capable d'aller vraiment en profondeur, on est capable donc d'avoir quelque chose de très bien. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est vraiment la rapidité avec laquelle il est possible, quand bien même on n'est pas développeur, d'obtenir un outil malléable, opérationnel et surtout présentable. Ouais, effectivement, je confirme ce qu'Adrien vient de dire. Et pour moi, en fait, c'est assez simple. Sans le code, en fait, il ne pouvait pas y avoir de Medinal. Pourquoi? Parce que pour la petite histoire, au début, j'ai essayé d'apprendre le code. Bon, j'ai vite compris que c'était assez chronophage et très, très compliqué. Ensuite, je me suis tourné avec mon associé vers des agences, en fait, pour concevoir l'application. Mon ticket d'entrée, il était de 35 000 euros pour un MVP, bon, exploitable, mais sans maintenance. Et du coup, on s'est tourné vers le no-code. Pourquoi? Pour avoir vraiment les clés pour pouvoir avancer dans notre projet. Être vraiment force de proposition sur l'ensemble des aspects qui sont liés au produit. En plus de ça, il y a effectivement ce que disait Adrien, c'est-à-dire l'accessibilité des technologies, c'est-à-dire que grâce à une simple adresse mail, on peut se connecter et puis commencer à mettre un peu les mains dans le conduit dans les technologies et le code. Moi, j'ai déjà travaillé autour de technologies qui, si on n'est pas en fait une entreprise du CAC 40, on ne peut pas y avoir accès. Donc, en fait, il y a vraiment cet aspect accessibilité qui est important, l'aspect réduction des coûts. C'est-à-dire que, en fait, si on développe bien notre application, eh bien, le coût mensuel peut être vraiment assez bas. Et puis, il y a l'aspect intégration, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cette possibilité de faire interagir et de faire communiquer de façon native plusieurs outils no-code entre eux. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très primordial dans toute startup technologique. Ouais, tout à fait. Oui. Effectivement, c'est intéressant ce point de vue-là. Et aujourd'hui, Farouk, donc dans l'exploitation de la solution, est-ce que aujourd'hui elle est en ligne? Quelles sont les suites sur Medinal? Et notamment, tu parlais notamment des coûts d'hébergement sur le long terme. C'est quelque chose d'assez économique. Effectivement, dans une startup, on essaie de limiter les coûts. Tout à Qu'est-ce fait. que tu peux nous dire là-dessus? Alors, concrètement, effectivement, l'application, elle est en ligne grâce à l'URL Bubble. Mais en fait, les données que je vous ai montrées, c'était des données factices. Donc là, on est en discussion avec plusieurs marques, en parallèle avec la finalisation de tout ce qui est démarche administrative pour pouvoir publier l'application dans les stores. Et donc, enfin, elle est en ligne de façon technique, mais pas de façon opérationnelle. Donc, en fait, on prévoit un démarrage début 2024, une fois qu'on aurait signé suffisamment de vendeurs pour pouvoir avoir quelque chose d'assez enrichi dans l'application. Et par rapport au coût, bon, il y a cette histoire de workload unit dans Bubble qui est quelque chose d'inhérent en fait au coût, mais on a bien compris que si on construit notre application de façon optimale
si on respecte ce qu'on appelle dans l'informatique le DRY, le Don't Repeat Yourself, eh bien, cette consommation en workload unit peut générer en fait un coût assez bas qui ne dépasse pas les 139 euros pour une exploitation de quelques centaines de milliers en fait d'utilisations journalières. Donc, Hmm. encore une fois, l'utilisation du no-code et plus particulièrement Bubble peut s'avérer hyper intéressante parce que en plus, Bubble en particulier fait toute la partie gestion technique, c'est-à-dire la partie hébergement de l'application, mais aussi la partie déploiement. J'ai déjà travaillé chez des entreprises du CAC 40 qui, rien que pour la partie déploiement, c'est-à-dire le passage entre un environnement de test et un environnement de production, demandaient des équipes dites DevOps, en plus d'infrastructures assez importantes, les Docker, les Kubernetes, etc. Donc, en fait, on a et la possibilité de développer et l'hébergement dans des serveurs Amazon hyper puissants, en plus la partie déploiement qui est hyper simple. Donc, Hmm. comment ne pas construire son application avec le local? Ah, c'est vrai que ça, c'est un point assez récurrent pour pouvoir dormir tranquille, notamment dans les premières phases assez critiques du lancement d'une C'est sûr, startup. c'est sûr. Confier finalement la partie déploiement en un clic à Bubble ou à d'autres éditeurs no code qui font ça très bien et Tout qui à fait. surveillent leur infrastructure en Exactement. 24/7, c'est vrai que c'est un confort qu'il faut pas sous-estimer, surtout si on n'a pas de background tech, où il faut confier Ouais, du coup cette tâche dans le monde du code à des professionnels et ça coûte évidemment très cher. ça coûte hyper cher, effectivement. Et vous avez, alors Adrien, Fogg, c'est intéressant parce que vous avez encore une fois deux utilisations du no-code, mais ce qu'on voit aussi généralement, c'est que le no-code est intéressant dans la phase de build initiale, donc créer son MVP, créer sa V1, mais aussi dans l'agilité qu'on peut avoir dans la roadmap Oui, produit sur le long terme. Comment aujourd'hui, vous construisez vos roadmaps, vous pensez votre roadmap? Est-ce que vous suivez finalement les mêmes pratiques qu'on a dans le monde du développement classique? Est-ce que les cycles d'itération sont plus courts? Comment ça se passe chez vous? Alors, pour avoir été product owner pendant 3 ans et pour avoir été carrément formateur en agilité, donc oui, effectivement, l'agilité, elle est présente et inhérente en fait au développement de Medinal, car en plus, la technologie nous aide à faire ça. C'est-à-dire que grâce, ou encore, enfin, avec mon associé, en fait, on a travaillé en sprint, c'est-à-dire on choisissait une fonctionnalité particulière, puis je la développais pendant 2, 3 jours, et puis lui, il faisait des tests assez récurrents. Et ça nous a permis en fait de vraiment itérer de façon hyper rapide et de corriger plein de petits bugs qu'on retrouvait. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, en fait, consistait à euh, euh, fournir l'application à des lots d'utilisateurs différents, encore une fois en script, pour pouvoir vraiment canaliser tous les retours et pouvoir les adresser de façon assez efficace. Donc oui, pour répondre à ta question, Thomas, l'agilité elle est très très présente dans le développement, car en plus la technologie nous le permet. oui, je rejoins complètement Farouk là-dessus. Je suis d'accord, la technologie le permet. Et du coup, c'est très chouette, ne serait-ce que pour avoir des périodes intenses enfin, de concentration là-dessus, c'est que les échanges peuvent être très rapides et les évolutions aussi. Et au-delà de ça, il est possible d'intégrer des choses nouvelles et d'autres évolutions de façon très très rapide. Et ça rejoint du coup ce qu'on disait sur le coût de développement. C'est qu'en fait, quand on est dans un petit canal comme ça et qu'on peut échanger rapidement, ben, on peut aussi, moi qui ai affaire à des développeurs, on peut aussi aller très vite et c'est très arrangeant pour tout le monde d'y voir clair rapidement. Oui, complètement. Complètement. Ok, hyper intéressant. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. On va pouvoir un peu reparler de tout ça, notamment dans cette section autour aussi de votre expérience de conseils que vous avez pu. Pardon. Alors, je reviens ici. Conseils dans le lancement justement de votre produit avec le no-code. Il y avait une question de Perrine, alors qui est intéressante, puisque ça, c'est une discussion qu'on a quand même généralement dans la communauté no-code. Euh, Farouk, effectivement, enfin, plutôt Adrien, toi, tu as utilisé une approche plutôt all-in-one sur ton produit, c'est-à-dire effectivement Bubble comme pierre angulaire de ton produit. Farouk, toi, effectivement, il y a un petit peu de Make, il y a du Bubble, il y a donc plutôt une logique modulaire. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que finalement, lancer son produit dans le no-code, il vaut mieux peut-être aller vers une approche modulaire ou alors
aller sur finalement confier sa tech à une technologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ce que je dirais dans un premier temps, c'est que justement, ça reflète la différence entre Farouk et moi dans notre façon d'entreprendre. C'est que euh, même si je comprends mieux maintenant Bubble et que je suis capable de faire certaines choses, pour autant, moi, je travaille en collaboration avec des prestataires que sont donc les développeurs. Et pour ça, c'était important pour moi et pour eux, pour n'avoir qu'un canal dans lequel on puisse être les uns les autres à l'aise. C'était intéressant d'avoir aussi qu'une seule solution qui permette justement de tout centraliser. À terme, si les choses se développent, peut-être que justement on pourra envisager quelque chose de plus modulaire. Mais pour autant, pour le moment, pour que moi j'y ai accès et qu'il y ait vraiment un rapprochement métier-tech, l'idée c'était de n'avoir qu'une seule plateforme sur laquelle on puisse tous un petit peu mettre les mains dedans, eux plus que moi, mais c'était pour une question de compréhension et de clarté vis-à-vis d'un projet dans lequel pour le moment je suis seule aux manettes et de prestataires dont je ne connaissais pas encore le langage. Voilà. Mm. Alors effectivement, enfin, moi je vais reprendre là où Adrien s'est arrêté, c'est-à-dire que à partir du moment où on a cette maturité technique, et étant donné que les technologies sont au final assez accessibles, car encore une fois, grâce à une adresse mail, on peut commencer à toucher, à builder des choses, pourquoi ne pas choisir la meilleure technologie dans son domaine? C'est-à-dire que si j'ai besoin en fait de faire la web app, eh bien, bah, je choisis Bubble pour faire des automatisations, rien de mieux que du mail. Donc, pour moi, effectivement, c'est toujours bien de combiner en fait les technologies et de choisir les best in class technologies comme tu as pu le présenter, Thomas. Encore faut-il, bien évidemment, bien s'acculturer, bien comprendre les tenants et les aboutissants de chaque technologie pour ne pas être à un moment donné largué et que tout le design soit obsolète. Ouais, Et tout à fait. juste, je rajoute quelque chose. Oui, oui, non, c'est tout à fait ça. Bon, pardon, non, je sais plus ce que j'allais dire. Ça t'a perturbé. Alors, de toute façon, ça rejoint un peu une question de Cédric sur sur notamment un peu les limites qu'on peut avoir sur Bubble. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fige un petit peu la photographie des technologies no-code, aujourd'hui, ce ne sera pas la même dans 2 ans. Les technologies évoluent très très vite. L'intégration aussi, par exemple, de Brick.IA ou de nouvelles fonctionnalités, comme on a dit tout à l'heure, l'annonce de Bubble récemment à la BubbleCon, de l'intégration des fonctionnalités natives vont changer aussi la donne. Donc Bubble ne sera plus limité qu'au web, mais aussi pourra proposer la création d'applications vraiment mobiles natives, comme le fait Flutterflow, etc. Donc il faut se dire qu'à l'heure actuelle, les limites ne seront pas les mêmes dans quelques mois. Donc chacun et chaque technologie, effectivement, a ses forces et a ses faiblesses, et d'où quand même l'importance d'une veille active là-dessus. Et il y a d'autres questions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien Farouk. Alors, peut-être sur la scalabilité. J'allais juste te dire, pardon. Ouais, pardon, je t'en prie. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. J'allais juste te dire que, en fait, la différence aussi entre justement les choix de Farouk et les miens, c'est que mon application est un système très simple d'inventaire et en fait, le parcours de l'utilisateur est quasi le même à chaque fois. C'est-à-dire que moi, Bubble est largement suffisant puisque le parcours peut être, moi, je peux penser le parcours du futur utilisateur facilement. Farouk, lui, il a un besoin d'adaptation gigantesque à toutes les possibilités des clients Tout à sur fait. sa plateforme. Donc il y a une approche aussi différente dans ce que fait en fait Effectivement. l'application pour lui et pour moi, c'est que moi c'est encore très restreint en termes de parcours utilisateur puisqu'il est quasi unique en Mm. principe. Tout à fait. Oui, effectivement, je suis d'accord. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à ta question, Thomas, sur la partie scalabilité qui est effectivement très très importante pour nous, en fait, rien qu'hier, pendant la Bubble conférence, on a posé cette question au product manager de Bubble. On lui a dit, bon, dans quelle mesure on peut intégrer des back-end externes pour pouvoir scaler avec Bubble? Et sa réponse, elle a été très très intelligente dans le sens où il a dit, chez Bubble, on est en train de travailler et de vraiment optimiser la possibilité de scaler avec Bubble. Donc, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est faisable. Et donc, voilà, je vous ferai un retour sûrement dans quelques mois, le jour où on aura énormément d'utilisateurs et énormément de vendeurs et de produits. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement possible avec une technologie no-code, sans pour autant penser à rajouter en fait des back-end externes Qui rajoute des complexités forcément qui effectivement rajoute des complexités et qui nous fait passer potentiellement de
faire sa boîte avec une technologie no-code vers la faire en low-code, où le niveau de complexité, il est plus important. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors effectivement, hein, Bubble, en l'occurrence, bon, c'est une technologie qu'on connaît bien chez Cube. Elle a bien évolué et aujourd'hui, effectivement, on a des projets avec des très hauts volumes hein, de trafic, principalement B2C hein, sur les questions de trafic. Donc pour répondre à la question de Pascal sur la scalabilité, elle est possible. Maintenant, ça implique effectivement deux choses. Déjà, une, de la développer de la bonne manière et donc ça, effectivement, Farouk en a parlé, il y a un travail nécessaire d'itération, d'architecture sur la technologie qui est importante, notamment dans l'architecture de la base de données, hein, puisque ça reste une technologie de développement. Donc, il faut aussi penser scalabilité. Et la seconde raison, c'est qu'il faut effectivement choisir aussi un plan adapté sur Bubble ou sur n'importe quelle technologie en fonction de sa charge, son besoin. Et ça peut impacter directement la scalabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, il existe des très beaux succès de startups qui scalent sur Bubble. Pour en citer quelques-unes, hein, dont certaines sont assez connues. On a Cure, hein, une startup qui a gagné pas mal d'argent, qui sont dans les compléments alimentaires. Tout à fait. Trello dans l'immobilier, dont on parle souvent, mais qui effectivement a beaucoup de trafic. Et il y en a plusieurs. Hein. Après, effectivement, aujourd'hui, on connaît pas mal de scale-up qui utilisent Bubble dans leur stack. Dans quelques mois, j'espère que tu diras Medinal aussi, Thomas. J'allais le dire. Bien sûr. Et Medinal, mais on attend les résultats de Medinal avec impatience. Voilà, tout à fait. Les limites du no-code, Farouk, Adrien, est-ce que vous en voyez? Alors, il y avait une question de Bobby, effectivement, qui parlait de la possibilité d'agréger plusieurs sites de vente en une interface de vente type marketplace de produits issus de différentes prestations de type apporteur d'affaires. Donc, en gros, bon, peut-être pour simplifier, quelles sont les limites aujourd'hui peut-être du no-code que vous voyez au sens large dans votre expérience? Ok. Ah, Alors, en fait, pardon, moi, vas-y, Adrien, vas-y, Adrien. non, j'allais dire, moi, ça va être très rapide, c'est-à-dire que dans la mesure où moi, c'est une application qui est destinée, ce que j'ai peut-être pas précisé au début, aux professionnels, cette application, pour le moment, d'inventaire pour les professionnels, ne frôle même pas les limites de Bubble. Hein. C'est-à-dire que Hmm. moi, pour moi, c'est une solution idéale dans la mesure où on peut mettre plein de choses nouvelles grâce au no-code, et pour autant, j'en ai pas encore connu les limites du fait du système dont j'ai besoin, moi. Donc voilà, de mon côté, j'en suis encore bien loin et ça me réjouit. Ok. De mon côté, en fait, je dirais que si on prend toute la sphère en fait des technologies no-code, je dirais qu'il n'y a presque pas de limite. Voilà, ça je le dis, je l'assume. Si on prend que Bubble, il y a une limite qui pour l'instant est présente, mais qui ne le sera plus en fait dans quelques mois, qui est celle de faire des belles applications mobiles. Donc, Ça, effectivement, c'est vrai. c'est un peu plus complexe, c'est moins native, mais comme l'a dit Thomas, rien qu'hier, en fait, pendant la Bubble Conférence, on a annoncé qu'on rajouterait un nouveau module en fait d'édition d'applications natives. Voilà. Moi, Native. ouais. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, comme on le disait, hein, les technos évoluent assez vite et effectivement, elles comblent certaines lacunes au fur et à mesure. Ok. Peut-être pour revenir du coup au sujet de cette slide sur vos conseils. Alors, je vois que le temps passe assez vite. On arrive déjà à quasiment 45 minutes. Euh, Quels sont les conseils, les deux, trois conseils que vous donneriez à un entrepreneur ou une entrepreneur qui souhaiterait se lancer aujourd'hui dans la tech avec un produit et qui souhaiterait aussi scaler, comme c'est l'ambition hein, que vous portez? Voilà, quels seraient vos conseils d'un point de vue no-code dans l'utilisation de ces technologies pour son produit? Ok. Je dirais en fait, si j'ai un conseil en fait à donner à quelqu'un, c'est de vraiment s'acculturer sur ce que les technologies no-code en fait peuvent faire pour vraiment choisir la bonne technologie appropriée à son projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas avoir peur en fait de mettre les mains dans le conduit, même si en fait la personne ne vient pas d'un background tech. Et Adrien en est l'exemple parce que voilà, il est commissaire-priseur, mais ça ne l'a pas empêché en fait de rentrer un peu dans l'intimité de son application pour mieux la comprendre. Et puis, troisièmement, je dirais, et c'est quelque chose dont on a parlé, c'est de vraiment appliquer les aspects d'itération et d'agilité dans la conception de ces produits. Oui. Alors là, je suis d'accord avec Farouk justement sur le point numéro 2, c'est que
Mon conseil, ce serait que pour un entrepreneur qui a vraiment son idée et un projet défini, ce serait quand même d'essayer, et aujourd'hui, notamment l'école Cube le permet, c'est de mettre un peu les mains dedans en essayant de suivre une formation ou quelque chose qui permette d'y voir clair parce que c'est accessible, simple, et ça permet surtout d'assumer aussi le côté un peu tech de la chose. C'est-à-dire que moi, la première question qu'on me pose quand je dis je lance une application, c'est ah bon, tu sais faire ça? Et c'est plutôt pas mal de pouvoir dire que oui, je comprends ce que je fais et en tout cas ce que j'ai fait faire. Donc je dirais que l'idée, c'est voilà, ça rejoint ce que disait Farouk. Mon conseil principal, ce serait, quand bien même on est porteur de projet, ne pas hésiter à y aller au maximum, à le voir de l'intérieur, même si on s'en sent pas forcément capable. Le no-code permet en tout cas d'avoir quelques clés pour se rapprocher de la tech. Oui, et puis rien de mieux que d'apprendre sur son propre projet. En termes Oui. Tout à fait. d'épanouissement, c'est sûr que c'est fantastique. Et peut-être Alors, une erreur que vous avez fait dans votre parcours autour du no-code à éviter, peut-être quelque chose qui ne serait pas à reproduire si c'était à refaire. bah, le contraire, ne pas faire de formation et ne pas s'y intéresser qu'en dilettante en disant que c'est parce que d'autres le font pour Hmm. soi. C'est peut-être ce qu'on fait avec du code classique parce que ce sont deux mondes très éloignés. Le métier de la tech dans ce cas-là, là non. Et mon erreur, ça a été ça. Enfin, c'est pas une erreur, c'est une occasion que je n'ai pas eue et à laquelle j'avais pas songé. Mais c'est de faire développer un produit complètement par d'autres et du coup, de ne pas donner des instructions correctes et avoir du mal justement à faire ses retours et à bosser précisément là-dessus parce qu'en fait, on parlait de langages complètement différents. Et ça a été pour moi justement Hmm. très intéressant de changer la donne cette année et de voir les choses de l'intérieur. Donc voilà, pour moi, l'erreur à éviter, ce serait ça, c'est le no-code mérite vraiment qu'on s'y penche et qu'on y aille vraiment de l'intérieur. Et tout Hmm. le permet, voilà, notamment les formations. Bah, j'adhère. Amen, Adrien. Rien de plus à ajouter. Ouais, Non, mais c'est vrai que, alors, autour des startups, on a un vrai mouvement bootstrap qui existe depuis des années, hein, qui consiste à créer soi-même, en tout cas à mettre les mains dans le cambouis, comme tu disais, Adrien, sur son produit, pour pouvoir se lancer à moindre frais aussi, hein, et pour pouvoir itérer. Donc, c'est vrai que le no-code aujourd'hui est très intéressant et c'est aussi pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans l'écosystème des startups et d'innovation, notamment à Station F. Je pense que voilà, le no-code a de beaux jours devant lui pour les entrepreneurs en sens général, parce que vraiment apporte des clés de rapidité et d'économie hein, de coûts au lancement qui sont très importantes. Et surtout, effectivement, alors ce qui est très intéressant dans ton histoire, je trouve, Adrien, c'est de se rapprocher de la tech. Tu venais pas du tout de ce milieu-là, mais le no-code Ah t'a non. permis de parler à des développeurs, ou en tout cas des personnes qui font. Parce que finalement, derrière, que ça soit développé en code ou en no-code, dans un démarrage d'entreprise, un démarrage de start-up, ce qui est important, c'est d'apporter de la valeur au client, c'est de faire du business. Et donc, effectivement, derrière, la technologie en elle-même pose rarement un problème. Voilà. Exactement. Ok. Bah, super intéressant. Merci en tout cas pour ces conseils. Alors, je sais, n'hésitez pas à poser encore des questions si vous en avez avant qu'on passe au mot de la fin. On pourra y répondre. Pour conclure, peut-être, Adrien, Farouk, est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose? Comment on peut vous suivre sur vos différentes aventures? Dites-nous tout. Et vos projets peut-être futurs. tout à La fait. roadmap à très court terme, mais les annonces en avant-première. Tout à fait. Alors moi, je vais mettre en fait le lien pour s'inscrire à la waiting list de Medinal. Je vais la mettre en commentaire pour celles et ceux qui sont intéressés de voir ce que ça va donner. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, il y a la page Medinal sur LinkedIn. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines releases de Medinal. Donc janvier 2024, Démarrage un officiel. moment clé pour toi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Super. Et ben on suivra ça avec plaisir. Et toi, Merci. Adriane? Alors moi j'avais mis un petit QR code sur la slide vidéo, vous pouvez le scanner pour aller sur le site internet pour voir justement ce qu'il en est. Après moi c'est une application qui est destinée aux professionnels, donc à moins d'avoir une collection d'œuvres d'art à inventorier qui peut vous permettre de l'utiliser et de voir comment ça marche. Bon, ça reste très restreint comme nombre d'utilisateurs, mais c'était je le sais, enfin voilà, je le savais et c'est aussi pour ça que le no-code est plutôt idéal pour moi, c'est que ça me permet de répondre à une demande
plutôt restreinte. Et après, moi, je reconnais quelque chose, c'est que cette formation et mettre un peu les mains dans le no-code m'a permis aussi d'envisager une autre application à laquelle je pense. Donc là, c'est plutôt côté musée et côté médiation culturelle dans les musées. Donc il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et ça, c'est un petit truc qui m'était venu à l'esprit pendant la formation et que j'aimerais bien continuer à développer parce que voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là et j'ai trouvé quelqu'un qui m'aiderait pour ça. Donc on verra, mais ça ce C'est serait le plutôt... risque de maîtriser les Bah technologies oui, no-code. Après, toutes les idées qu'on a le matin, on a envie mais de c'est les ça. réaliser. Bah, et on peut en fait, et on peut, c'est ça, c'est qu'on peut soi-même faire un petit quelque chose et ensuite pouvoir avoir effectivement un projet à présenter à plus gros que soi dans la mesure où on peut pas tout porter seul. Super. Peut-être une dernière question là, de Perrine. Comment se tenir au courant de l'actualité no-code? Adrien, Farouk, qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre veille? Alors déjà, ta newsletter à toi, Thomas, hein, enfin, mine de rien, il y a plein d'articles qui sont assez intéressants. Sinon, il y a le no code, enfin le Slack No Code France, où on a plein de personnes en fait Oui, qui effectivement font des publications assez intéressantes. Et puis finalement, à un moment donné, LinkedIn, lorsqu'il constate qu'on commence à s'intéresser à un certain sujet, s'adapte en fait à ces derniers et commence à nous donner plein de petites insights en fait sur le sujet en question. Donc, je dirais, voilà, donc la oui. newsletter No Code France, le Slack et puis LinkedIn. Totalement d'accord avec Farouk. LinkedIn s'adapte très vite à ce qui a été posté ou liké et ça permet effectivement de se tenir très au courant de ce qui se passe. Et le Slack No Code France aussi permet justement précisément, bah, comme disait Perrine, d'aller voir pour quelques outils en particulier ce dont on a besoin. Super. Et votre outil préféré en dehors de Bubble pour conclure? Ah bah, moi j'ai eu un coup de cœur pour Airtable. Ouais, je dis ça, make Airtable, effectivement. Ok, Naturellement, en plus. bon, bonne réponse. J'aurais dit la même chose. Bon, bah, super. Bah, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi le webinar. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre école, n'hésitez pas à aller sur école.cube.fr. Si vous avez des projets, si vous portez des projets entrepreneuriaux notamment, qui était le thème de ce webinaire, on accueille beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est l'occasion au sein du bootcamp d'apprendre en faisant, et surtout en faisant sur votre projet, la meilleure manière d'apprendre selon moi quand on est entrepreneur et la possibilité, notamment sur les 2 dernières semaines du programme, bah, de développer vous-même votre application avec l'aide de la promotion et effectivement des experts. Merci Adrien, merci Farouk Merci à toi. Merci Thomas. pour votre partage et hâte de suivre vos aventures passionnantes. Donc le webinaire ça a été enregistré, il sera envoyé directement par email à tous les participants. Et Ok. Airtable Power, tout à fait. On adhère. Ah oui, oui. On est full no code chez Medina. Et ben, Ah merci à c'est bien, tous c'est bien, c'est bien. Allez, et Merci bonne beaucoup. journée. merci, au À revoir. Merci. bientôt. Ciao.